Adrien Delaroche n'était pas un prisonnier ordinaire. Dans l'écosystème rigide, brutal et monolithique de la prison de haute sécurité de Belvoir, une forteresse de béton et d'acier réputée infranchissable, conçue pour briser les esprits les plus forts et effacer les identités les plus affirmées, il était une anomalie, une aberration de la fortune et du statut. Condamné pour une fraude financière d'une ampleur si colossale qu'elle avait ébranlé les marchés européens, Adrien n'avait jamais connu autre chose que le luxe, le pouvoir et l'influence. Il n'était pas entré à Belvoir comme un homme brisé, mais comme un PDG entrant dans une filiale peu performante qu'il fallait restructurer. Il ne voyait pas les murs comme une punition, mais comme un problème logistique. Les gardiens n'étaient pas ses geôliers, mais des employés potentiels au passif non divulgué, et sa peine à perpétuité n'était pas une fatalité, mais un contrat à durée indéterminée qu'il avait bien l'intention de résilier par une clause de sortie non écrite. Contrairement aux légendes carcérales qui parlaient de tunnels creusés à la petite cuillère ou d'émeutes sanglantes, le plan d'Adrien n'impliquait ni la terre, ni l'acier, ni la violence. Son outil était plus subtil, plus puissant et infiniment plus corrosif, l'argent. Son tunnel ne serait pas creusé dans le sol, mais à travers l'intégrité faillible des hommes qui le gardaient. Depuis l'extérieur, son fonds fiduciaire, une entité financière tentaculaire et quasi insondable, abritée derrière des couches de sociétés écrans et de paradis fiscaux, continuait de générer des revenus qui dépassaient le budget annuel de l'administration pénitentiaire. Et Adrien comptait bien utiliser cette arme pour acheter sa liberté. Son plan n'était pas une simple série de pots de vin, mais une prise de contrôle hostile et méticuleuse de la prison elle-même, un audit silencieux de chaque âme corruptible, depuis le gardien le moins gradé qui tremblait pour ses dettes de jeu, jusqu'au sommet de la pyramide, le directeur. Un homme réputé incorruptible, proche de la retraite, dont le seul rêve était une petite villa au bord de la mer. Adrien allait lui offrir cette villa, et bien plus encore. Le fonds de pension du directeur allait devenir, à son insu puis avec sa complicité tacite, le véritable tunnel par lequel Adrien Delaroche comptait s'échapper, non pas comme un fugitif en haillons, mais comme un investisseur quittant une transaction réussie, laissant derrière lui une coquille vide dont l'intégrité n'était plus qu'une illusion. La première phase du plan d'Adrien, et peut-être la plus cruciale, se déroula dans un silence quasi total, à des centaines de kilomètres des murs de Belvoir. Tandis qu'il jouait le rôle du détenu modèle avec une application déconcertante, lisant des classiques de la philosophie stoïcienne dans la cour et participant poliment aux activités carcérales, son armée d'avocats et d'analystes financiers à l'extérieur menait ce qu'il appelait en interne l'audit silencieux. Ce n'était pas une évasion qu'il planifiait, mais une acquisition. Et comme pour toute acquisition d'entreprise, il fallait commencer par une analyse approfondie et exhaustive de la cible. L'objectif n'était pas d'évaluer les failles structurelles du bâtiment, mais les fissures morales de son personnel. Sur ses instructions, délivrées lors des visites hebdomadaires de son avocat principal, Maître Dubois, sous le couvert de discussions stratégiques sur de potentiels appels juridiques, une équipe d'élite composée de détectives privés, d'experts en renseignements financiers et de hackers éthiques fut constituée. Leur mission, créer un dossier psychologique et financier détaillé sur chaque employé de la prison de Belvoir, du plus bas au plus haut échelon. Pendant des mois, cette équipe travailla dans l'ombre, une araignée invisible tissant une toile d'information. Ils épluchèrent les registres publics, les archives des tribunaux, les publications sur les réseaux sociaux. Ils analysèrent les déclarations de patrimoine, les crédits immobiliers, les prêts à la consommation. Ils s'intéressèrent aux habitudes de vie, aux fréquentations, aux loisirs. Grâce à des techniques de phishing subtiles et à l'ingénierie sociale, ils accédèrent à des informations plus privées, des relevés de comptes de cartes de crédit qui trahissaient des dépenses secrètes, des historiques de navigation qui révélaient des addictions cachées. Chaque gardien, chaque infirmier, chaque membre du personnel administratif devint une ligne dans une base de données cryptée, un ensemble de points de données attendant d'être analysés par Adrien. Recevant les rapports codés via son avocat, il passait ses nuits à étudier ces vies ordinaires et leurs tragédies silencieuses. Il ne cherchait pas des criminels, mais des faiblesses, des leviers. Le gardien Martin, par exemple, divorcé, payant une pension alimentaire exorbitante et luttant pour financer les études de sa fille dans une prestigieuse école de commerce. Sa page Facebook était un sanctuaire dédié à sa fille, sa fierté et son talon d'Achille. Le sergent Lefebvre, un homme à poigne en apparence, mais dont les relevés de cartes de crédit révélaient une dépendance aux jeux en ligne, avec des dettes qui s'accumulaient dangereusement auprès de créanciers peu recommandables. L'infirmière en chef, Madame Dubois, sans lien de parenté avec l'avocat, une femme veuve dont le mari était mort d'une maladie rare, et qui consacrait tout son temps libre à une fondation de recherche médicale au budget dérisoire, luttant pour chaque subvention. Chaque dossier était une histoire de désirs inassouvis, de pression financière et de rêves brisés. Adrien ne voyait pas des hommes et des femmes, mais des portes. Certaines étaient verrouillées à double tour, d'autres simplement fermées, et beaucoup étaient déjà entr'ouvertes, n'attendant qu'une légère poussée financière pour s'ouvrir en grand. Il cartographia le réseau social de la prison, identifiant les amitiés, les inimitiés, les dettes de service et les relations de pouvoir informelles. Il savait qui était respecté, qui était méprisé,
qui était un leader d'opinion et qui était un simple suiveur. Le dossier le plus complexe et le plus important était celui du directeur de la prison, un homme nommé Jean-Pierre Cléry. En surface, Cléry était un roc d'intégrité. 35 ans de service irréprochable, une réputation d'homme juste mais sévère. Il n'avait pas de dette, pas de vice connu. Il vivait modestement avec sa femme dans un pavillon de banlieue. Mais les enquêteurs d'Adrien creusèrent plus profondément. Ils découvrirent sa seule passion, son unique rêve secret, la voile. Il passait ses rares vacances à louer de petits voiliers, naviguant le long de la côte. Ils trouvèrent des brouillons de lettres envoyées à des agences immobilières en Bretagne, des demandes d'informations sur des maisons avec un petit ponton, des propriétés bien au-delà de ses moyens de futurs retraités. Ils découvrirent également que sa femme souffrait d'une maladie respiratoire chronique et que des médecins lui avaient recommandé un air marin plus pur. Ce n'était pas de la cupidité, c'était un désir profond et humain, un amour pour sa femme mêlé à une passion personnelle. Cléry n'était pas un homme que l'on pouvait acheter avec une valise de billets. Il fallait lui vendre un rêve, une solution honorable à un problème intime. Au bout de 6 mois, l'audit silencieux fut terminé. Adrien possédait une carte complète de l'âme de Belvoir, une analyse psychométrique de chaque employé. Il connaissait les prix, les désirs et les peurs de chaque pièce sur l'échiquier. La phase d'analyse était terminée. La phase d'investissement hostile pouvait commencer. La stratégie d'Adrien n'était pas de déclencher une vague de corruption massive et simultanée, ce qui aurait été trop risqué et aurait pu éveiller les soupçons, créant une panique au sein du personnel. Il aborda la question comme un investisseur en capital risque avisé, en commençant par un placement initial, un premier acompte sur un actif stratégique mais sous-évalué. Sa première cible fut un gardien nommé Luc, un jeune homme d'une vingtaine d'années, affecté depuis peu à la salle du courrier de la prison. Ce poste, apparemment subalterne et ennuyeux, était en réalité d'une importance capitale dans l'écosystème de l'information de Belvoir. Luc voyait tout le courrier entrant et sortant, officiel et personnel. Il était le point d'entrée et de sortie de l'information, le gardien du flux de communication de la prison avec le monde extérieur. De plus, l'audit d'Adrien avait révélé que Luc était le candidat parfait, jeune, ambitieux, profondément frustré par son maigre salaire qui l'empêchait de quitter le domicile parental, et il venait de se voir refuser un prêt pour acheter une voiture d'occasion. Il était mûr, un fruit prêt à être cueilli. L'approche fut d'une subtilité chirurgicale, une opération en plusieurs étapes conçue pour le rendre redevable avant même qu'il ne réalise qu'il était une cible. Adrien ne contacta jamais Luc directement. L'opération fut menée par une découpe, un intermédiaire externe n'ayant aucun lien apparent avec Adrien ou ses affaires. Cet intermédiaire, un ancien militaire reconverti dans la gestion de risques et payé une fortune pour son anonymat, approcha le frère aîné de Luc, un petit entrepreneur qui luttait désespérément pour maintenir son garage automobile à flot. L'offre, présentée par un avocat d'affaires tiré à 4 épingles, était simple. Un investissement anonyme et providentiel dans le garage, une injection de capital suffisante pour effacer les dettes, moderniser l'équipement et même embaucher un nouvel employé. Il n'y avait aucune condition apparente, juste un contrat d'investissement légal et opaque qui donnait un contrôle minoritaire à une société holding basée à Panama. Le frère, submergé par la gratitude et ne posant aucune question sur cette manne tombée du ciel, signa les papiers. Quelques semaines plus tard, Luc reçut un appel de son frère, en larmes, lui annonçant la nouvelle miraculeuse. Le garage était sauvé. La pression familiale qui pesait sur les épaules de Luc s'allégea considérablement. C'est à ce moment-là que la deuxième phase du plan se déclencha. Le même intermédiaire recontacta le frère, cette fois avec une petite demande de service pour son partenaire d'investissement silencieux. Il s'agissait simplement de demander à Luc de mettre de côté une lettre spécifique qui arriverait à la prison dans les jours suivants, une lettre anodine adressée à un détenu imaginaire. Pour ce petit service, une somme équivalente à 6 mois du salaire de Luc serait versée sur le compte du garage, présenté comme un bonus de performance pour sa bonne gestion. Le frère, déjà compromis moralement et financièrement, transmit la demande à Luc lors d'un repas de famille tendu. Luc fut confronté à un dilemme terrible. Refuser signifiait potentiellement mettre en péril le salut financier de sa famille et trahir son frère qui le suppliait. Accepter était un petit pas hors de la légalité, mais pour une cause qui lui semblait juste et noble. Après une nuit d'insomnie, il accepta. Il intercepta la lettre, qui ne contenait qu'une page blanche, et la remit à un contact extérieur comme on le lui avait demandé. Le bonus fut versé le lendemain. Le piège s'était refermé. À partir de ce moment, Luc appartenait à Adrien. L'étape suivante fut d'établir un canal de communication sécurisé et de le rendre complice d'actes de plus en plus importants. Luc reçut un téléphone portable crypté, dissimulé dans une livraison de fournitures de bureau. Les instructions arrivaient sous forme de messages codés. Sa tâche était simple mais essentielle. Il devait signaler toute inspection surprise,
fournir des copies du courrier officiel concernant les transferts de détenus et occasionnellement laisser passer des petits paquets non inspectés, contenant de l'argent ou du matériel pour d'autres détenus, mais jamais rien qui puisse être considéré comme une arme ou de la drogue, pour maintenir une certaine légitimité. Pour chaque tâche, des sommes importantes étaient versées sur un compte offshore ouvert au nom de son frère. Luc, d'abord terrifié à chaque message, commença à s'habituer à sa nouvelle situation. L'argent changeait tout. Il put enfin acheter sa voiture, un modèle bien plus cher que ce qu'il espérait, et il quitta la maison de ses parents. La peur se mua en un sentiment de puissance et de complicité. Il était le premier rouage de la machine, le premier acompte qu'Adrien avait versé pour acheter sa liberté. Il ne savait pas pour qui il travaillait, mais il savait que la source était inépuisable et que son avenir, et celui de sa famille, en dépendaient désormais entièrement. Il était le premier maillon d'une chaîne qui allait bientôt enserrer toute la prison. Avec Luc, le gardien du courrier, fermement sous son contrôle et agissant comme une tête de pont sécurisée à l'intérieur de Belvoir, Adrien possédait désormais un point d'ancrage solide. Il était temps de commencer le véritable tissage de sa toile de corruption, d'étendre son influence de manière exponentielle. Sa méthode n'était pas de corrompre les individus un par un de l'extérieur, ce qui aurait été trop lent et risqué, mais d'utiliser les personnes déjà compromises pour en atteindre de nouvelles, créant une réaction en chaîne, une sorte de schéma de Ponzi de la complicité. Chaque personne corrompue devenait un recruteur, non seulement par l'appât du gain, mais aussi par la peur mutuelle d'être dénoncé, chaque maillon tenant le suivant et étant tenu par le précédent. Le suivant sur la liste était le sergent Lefebvre, le gardien vétéran endetté par le jeu en ligne. Lefebvre était un homme respecté, une figure d'autorité parmi les gardiens, et il supervisait les rotations de garde dans l'un des blocs principaux. Son contrôle était essentiel pour la manipulation des plannings et le positionnement des actifs d'Adrien. Adrien utilisa Luc pour orchestrer l'approche. Luc, sur instruction, commença à discuter de manière informelle avec Lefebvre, mentionnant par hasard les difficultés financières de son frère et comment un ami mystérieux l'avait aidé à s'en sortir. Il sema la graine de la possibilité. Quelques jours plus tard, Luc facilita une rencontre entre Lefebvre et l'intermédiaire extérieur d'Adrien dans un bar discret loin de la prison. L'intermédiaire ne fit aucune menace. Il exposa simplement les faits avec un calme glacial. Il posa sur la table un dossier contenant les preuves irréfutables de ses dettes de jeu, des captures d'écran de ses comptes sur des sites de paris illégaux, et même des enregistrements de ses appels désespérés à des créanciers. Puis il fit une offre simple, une somme forfaitaire, suffisante pour effacer toutes ses dettes et lui laisser un confortable matelas de sécurité, serait versé sur un compte de son choix. En échange, Lefebvre devrait apporter de légères modifications au planning de service à des dates précises, affectant des gardiens fiables à certains postes et des gardiens moins attentifs ou plus âgés à d'autres. Lefebvre, le visage blême et couvert de sueur, comprit immédiatement l'ampleur de ce qu'on lui demandait. C'était un pas bien plus grand que celui de Luc, une trahison directe de ses responsabilités. Mais l'alternative était la ruine, le déshonneur, et potentiellement des poursuites judiciaires pour ses activités de jeu illégales. Il accepta. L'argent fut transféré. Lefebvre devint le deuxième pilier du réseau. La toile s'étendit ensuite de manière exponentielle, Lefebvre devenant le recruteur en chef. Avec sa connaissance intime des forces et des faiblesses de chaque gardien, il fut chargé d'identifier et d'approcher les prochaines cibles. Il se concentra sur ceux qu'il savait être vulnérables, utilisant une approche sur mesure pour chacun. Pour le jeune gardien dont la femme nécessitait un traitement médical coûteux et non remboursé, il présenta l'argent comme une aide d'une fondation anonyme, en échange de petits services pour rembourser cette générosité. Pour un autre qui rêvait de monter sa propre entreprise de sécurité, il offrit un capital de départ en échange de sa future loyauté. Pour un troisième qui avait une liaison et avait besoin d'argent pour entretenir sa double vie, il utilisa un chantage subtil. L'offre était toujours la même, de l'argent facile et intraçable en échange de petits services qui semblaient anodins pris isolément. Fermer les yeux sur un mouvement suspect pendant une ronde, oublier de vérifier un casier lors d'une fouille de routine, signaler un problème technique avec une caméra de surveillance qui nécessiterait une intervention de maintenance. Chaque nouveau maillon renforçait la chaîne et la rendait plus difficile à briser. Bientôt, Adrien contrôlait un réseau d'une douzaine de gardiens, placés à des postes stratégiques, la tour de contrôle, la porte principale, la salle des visiteurs, l'infirmerie. Ils ne se connaissaient pas tous, mais ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, une conspiration silencieuse qui opérait au cœur de Belvoir. Adrien, depuis sa cellule, agissait comme un chef d'orchestre invisible, recevant les rapports via Luc et envoyant ses instructions codées. Il ne demandait jamais rien qui puisse déclencher une alarme immédiate. Ses requêtes étaient toujours petites, isolées, plausibles. Mais mises bout à bout, elles démantelaient systématiquement et méthodiquement la sécurité de la prison. Il créa une culture de la complicité. Les gardiens corrompus, sachant que d'autres l'étaient aussi, devinrent moins vigilants, plus cyniques.
L'intégrité de l'institution s'érodait de l'intérieur, comme un bois rongé par les termites. La prison était toujours debout, les murs toujours aussi hauts, mais sa fondation morale était devenue pourrie, achetée et payée par le fonds fiduciaire d'Adrien Delaroche. La toile était maintenant suffisamment solide pour supporter le poids de la phase suivante, la plus audacieuse et la plus technique de son plan. Pour que le plan d'Adrien réussisse, il ne lui suffisait pas de contrôler les gardiens et les flux d'informations. Il lui fallait une raison légitime, officielle et irréfutable de quitter la prison. L'idée d'une évasion par la force était trop grossière, trop risquée et laissait trop de traces. Il lui fallait une sortie par la grande porte, tamponnée et approuvée par l'administration elle-même. La clé de cette sortie était une urgence médicale, une situation qui nécessiterait un transfert immédiat vers un hôpital extérieur spécialisé. Et pour cela, il avait besoin de l'allié le plus improbable, le plus respecté et donc le plus crucial, le médecin de la prison. Le docteur allemand était un homme d'une 50aine d'années, désabusé et surchargé de travail, le seul médecin pour plus de 1000 détenus. L'audit d'Adrien n'avait révélé chez lui aucune faiblesse financière, aucun vice, aucune addiction. C'était un professionnel consciencieux, bien que cynique, qui faisait de son mieux avec les moyens limités dont il disposait. Cependant, les enquêteurs avaient trouvé son point faible, une blessure profonde et jamais cicatrisée, une tragédie personnelle. Sa fille unique était décédée des années plus tôt d'une forme rare de leucémie. Depuis, il consacrait une grande partie de son temps et de ses maigres économies à soutenir une petite fondation de recherche sur les maladies infantiles, une organisation qui luttait constamment pour sa survie financière. L'approche, encore une fois, fut indirecte et d'une élégance manipulatrice. L'un des cabinets d'avocats d'Adrien, spécialisé en philanthropie, contacta la fondation. Ils annoncèrent qu'un de leurs clients, un philanthrope anonyme souhaitant honorer la mémoire de sa propre sœur décédée d'une maladie similaire, avait décidé de faire un don exceptionnel. Le montant était stupéfiant, suffisant pour financer les recherches de la fondation pour les 10 prochaines années, acheter du matériel de pointe et lancer de nouveaux essais cliniques. Le conseil d'administration de la fondation, dont le docteur allemand était un membre honoraire et une figure tutélaire, était en état de choc, submergé par une joie incrédule. Le nom du donateur resta anonyme, protégé par le secret professionnel. Quelques semaines après que le don fut officialisé et que les premiers fonds furent versés, Maître Dubois, l'avocat d'Adrien, demanda une consultation médicale urgente pour son client. Adrien commença à se plaindre de symptômes étranges, vagues et difficiles à diagnostiquer, vertiges, troubles de la vision, migraines intenses, perte de mémoire à court terme. Le docteur allemand l'examina avec son professionnalisme habituel. Les premiers tests ne révélèrent rien d'anormal. C'est alors que Maître Dubois intervint, lors d'un entretien privé avec le médecin. Il expliqua, avec un air grave, qu'il y avait des antécédents familiaux d'une maladie neurologique dégénérative extrêmement rare, le syndrome de Vautrin, si rare qu'elle n'était connue que de quelques spécialistes dans le monde. Il fournit une documentation médicale d'apparence authentique, falsifiée par les meilleurs experts qu'Adrien avait pu acheter, détaillant l'historique médical de la famille Delaroche. Le docteur allemand, en entendant le nom du syndrome, devint blême. Il se trouve que la fondation qu'il soutenait, grâce aux dons providentiels, venait de lancer, sur sa propre recommandation, un nouveau programme de recherche sur les maladies neurologiques rares, dont le syndrome de Vautrin. C'était une coïncidence trop parfaite, trop cruelle, pour être une coïncidence. Il comprit. Il ne dit rien. Il regarda Adrien, puis la liasse de documents. Il ne lui fut fait aucune offre directe, aucune menace. On lui présentait simplement une situation, un ensemble de faits. Le don à la fondation n'était pas un pot de vin, c'était un fait. Les symptômes d'Adrien étaient un fait. La documentation médicale était un fait. Le médecin était pris dans un dilemme moral complexe et angoissant. Refuser de jouer le jeu pourrait, il le craignait, mettre en péril le financement de la fondation qui représentait l'œuvre de sa vie et l'héritage de sa fille. Accepter signifiait trahir son serment d'Hippocrate. Il choisit le chemin du moindre mal, ou du plus grand bien, selon son point de vue. Il se convainquit qu'il ne mentait pas, mais qu'il explorait une hypothèse. Il commença à documenter officiellement les symptômes d'Adrien dans son dossier. Il prescrivit des examens plus poussés, dont il falsifia subtilement les résultats, ajoutant des anomalies non spécifiques mais inquiétantes dans les rapports. Son diagnostic officiel fut un chef-d'œuvre de prudence et d'alarmisme, suspicion de troubles neurologiques graves, potentiellement le syndrome de Vautrin. L'équipement de l'infirmerie de la prison est insuffisant pour un diagnostic définitif ou un traitement. Un transfert immédiat vers une unité neurologique spécialisée est fortement recommandé pour des examens complémentaires, IRM fonctionnel, ponction lombaire, point. Le rapport, rédigé dans un jargon médical impeccable et soutenu par des preuves, était irréfutable pour un non-spécialiste. Adrien avait maintenant sa raison de sortir. Il avait acheté non seulement un médecin,
mais aussi l'héritage de sa fille et la puissance de la science médicale pour servir de couverture à son évasion. Le sommet de la pyramide, la dernière porte à déverrouiller, le saut final à apposer sur son plan, était le directeur Jean-Pierre Cléry. Corrompre un homme qui avait bâti sa carrière de 35 ans sur une réputation d'intégrité sans faille était le défi ultime, un exercice de haute voltige psychologique. Une approche directe avec de l'argent aurait été un échec cuisant, une insulte qui aurait pu faire capoter toute l'opération et déclencher une enquête interne. Adrien savait que pour acheter Cléry, il ne fallait pas lui offrir un pot de vin, mais une solution. Une solution honorable, légitime en apparence, à son problème de retraite, au rêve de sa maison en Bretagne, à la santé de sa femme. L'opération fut d'une délicatesse extrême, menée par Maître Dubois en personne, agissant non pas en tant qu'avocat, mais en tant que conseiller financier de son client. Dubois demanda un entretien formel avec le directeur, sous le prétexte de discuter des conditions de détention spécifiques d'Adrien, en lien avec sa santé déclinante et le rapport alarmant du docteur allemand. La rencontre eut lieu dans le bureau austère de Cléry, un lieu qui sentait la cire d'abeille et le règlement. Après les discussions préliminaires sur le rapport médical, où Cléry exprima une préoccupation professionnelle, Dubois changea subtilement de sujet. Il parla de la longue et honorable carrière du directeur, de sa retraite imminente, de son dévouement à l'État. Il mentionna, comme en passant, qu'Adrien, en tant que génie de la finance, avait toujours été passionné par la planification de retraite et qu'il avait développé, depuis sa cellule, des modèles d'investissement innovants pour les serviteurs de l'État méritants. Puis, il posa le piège. Il expliqua que l'un des fonds d'investissement philanthropique gérés par l'organisation d'Adrien, une entité dédiée à récompenser l'excellence dans le service public, cherchait à honorer des individus exceptionnels. Le fonds offrait une subvention de retraite sous la forme d'un placement à haut rendement, entièrement légal et fiscalement optimisé. Il sortit une brochure élégante, imprimée sur un papier épais, détaillant un fonds d'investissement basé au Luxembourg, spécialisé dans les énergies renouvelables et les technologies propres. Le fonds était réel, légal, mais sa structure de propriété était un labyrinthe de sociétés-écrans conçu pour garantir un anonymat total à ses investisseurs. Dubois expliqua que, sur la base de son service exemplaire, le comité du fonds avait sélectionné le directeur Cléry pour recevoir une subvention substantielle qui serait investie en son nom. Les rendements projetés, détaillés dans des graphiques clairs et optimistes, étaient plus que suffisants pour acheter la plus belle maison de la côte bretonne et un voilier de 12 mètres. Cléry écouta, son visage une statue de marbre, ses mains jointes sur son bureau. Il ne dit pas un mot. Il n'y avait aucune mention de l'évasion d'Adrien, aucune condition explicite. Le lien entre le transfert médical et l'offre d'investissement n'était pas prononcé, mais il flottait dans l'air, dense et lourd comme une menace silencieuse. Dubois laissa la brochure sur le bureau. Pensez Y, monsieur le directeur. C'est simplement une reconnaissance pour une vie de service. Mon client pense que des hommes comme vous méritent une retraite paisible et sans souci. Cléry passa les jours suivants dans une agonie silencieuse. Il regardait sa femme, dont la toux s'aggravait avec l'humidité de la région. Il regardait les photos de voiliers sur son ordinateur. L'offre n'était pas un pot de vin, se répétait-il. C'était un don, une opportunité. Il n'aurait à rien faire d'illégal. Simplement, suivre la procédure standard pour un transfert médical recommandé par le médecin de la prison. Approuver un formulaire. C'était tout. Son rôle était passif, administratif. Il se convainquit que ce n'était pas de la corruption, mais une coïncidence heureuse, une récompense du destin pour ses années de sacrifice. Une semaine plus tard, après une nuit blanche passée à peser sa conscience contre le bonheur de sa femme, il signa l'ordre de transfert médical pour Adrien Delaroche, citant le caractère urgent et exceptionnel de la situation médicale. Le même jour, Maître Dubois reçut un appel de la banque luxembourgeoise confirmant l'ouverture d'un nouveau compte d'investissement au nom d'un client anonyme, financé par une subvention philanthropique. Le tunnel était creusé. Le fonds de retraite du directeur était devenu le chemin de la liberté d'Adrien. Le jour du transfert fut orchestré avec la précision d'une opération militaire, une pièce de théâtre où chaque acteur connaissait son rôle à la perfection. L'alarme de l'infirmerie retentit à 14 heures précises, un signal convenu qui déchira la monotonie de l'après-midi carcéral. Adrien, qui avait passé des semaines à étudier des vidéos de patients en crise neurologique, joua son rôle à la perfection. Il simula des convulsions, un discours incohérent, une perte de contrôle moteur. Le docteur allemand, le visage grave et professionnel, se précipita à ses côtés, annonçant une dégradation soudaine et critique de son état, confirmant ses pires craintes et nécessitant une intervention immédiate que seule la clinique spécialisée en ville pouvait fournir. La machine, huilée par des mois de préparation et des millions d'euros, se mit en marche avec une efficacité redoutable. Le rapport du docteur allemand fut transmis par voie électronique au bureau du directeur. Cléry, jouant son propre rôle d'administrateur dépassé par l'urgence,
apposa sa signature finale sur l'ordre de transfert d'urgence avec une fin de gravité, insistant par téléphone sur la nécessité d'une procédure accélérée. Le sergent Lefebvre, qui était de service ce jour-là grâce à un changement de planning qu'il avait lui-même organisé, reçut l'ordre. Il rassembla une escorte de 4 gardiens. Tous les 4 étaient sur la liste de paix d'Adrien. Une ambulance privée, appartenant à une société de services médicaux qui était en réalité une façade créée par Adrien 6 mois plus tôt, arriva en trombe à la porte de la prison. Les 2 ambulanciers étaient d'anciens soldats des forces spéciales, engagés pour leur professionnalisme, leur discrétion et leur capacité à gérer des situations non conventionnelles. Adrien fut placé sur une civière, intubé, avec un tube non connecté, et branché à un moniteur cardiaque qui affichait un rythme préenregistré et alarmant. Le convoi s'ébranla, l'ambulance suivie de près par le fourgon d'escorte. Le trajet se déroula dans un silence tendu. Les gardiens dans le fourgon d'escorte écoutaient la radio, comme si de rien n'était. Dans l'ambulance, l'un des ambulanciers se tourna vers Adrien, qui avait cessé de simuler sa crise. Il lui fit un simple clin d'œil et lui tendit une bouteille d'eau. À mi-chemin de la clinique, le convoi arriva à un grand rond-point. Le fourgon d'escorte prit la 3e sortie, en direction de l'hôpital. L'ambulance, elle, prit la première sortie, en direction d'une zone industrielle. C'était une séparation nette, silencieuse, presque poétique. Le fourgon d'escorte continuerait sa route, déclarait d'avoir été distancé dans la circulation, et arriverait à l'hôpital pour découvrir que l'ambulance n'était jamais arrivée. Cela leur donnerait 1 heure d'avance. L'ambulance s'engagea sur une petite route de campagne et s'arrêta dans un entrepôt isolé. À l'intérieur attendait une voiture berlinoire aux vitres teintées et maître du bois, tenant un costume sur mesure et un passeport diplomatique d'un petit pays africain dont Adrien était récemment devenu un bienfaiteur économique majeur. Les ambulanciers défirent les menottes d'Adrien. Adrien se leva de la civière, se changea et devint un autre homme, l'homme qu'il avait toujours été. Il serra la main de maître Dubois. « Faites le virement final », dit-il simplement. Quelques minutes plus tard, à des centaines de kilomètres de là, dans sa maison de banlieue, le directeur Cléry consultait ses emails sur sa tablette. Il en ouvrit un, provenant d'une banque luxembourgeoise. Il contenait son premier relevé de compte. Le chiffre qui s'affichait à l'écran était si élevé qu'il dut s'asseoir. Il regarda par la fenêtre, imaginant déjà le bruit des vagues et l'odeur du sel. Il avait fait son travail. Il avait suivi la procédure. Il n'avait rien à se reprocher. Au même moment, un jet privé décollait d'un aérodrome discret à l'extérieur de la ville. À son bord, Adrien Delaroche sirotait un verre de champagne, regardant les nuages défiler sous lui. Il n'avait pas creusé de tunnel dans la terre. Il avait trouvé un passage bien plus direct, un tunnel creusé dans l'âme humaine, pavé de cupidité, de peur et de rêves brisés. Sa liberté n'avait pas été volée, elle avait été achetée, en bonne et due forme, sur le marché ouvert de la morale humaine.